troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à la Guinée. De nouveaux invités m'ont rejoint. Mohamed Sanoussi Fadiga, vous êtes juriste, membre du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Vous êtes farouchement contre tout changement de constitution en Guinée en vue d'un troisième mandat du président Alpha Condé. Merci. Merci à vous. Et Monsieur Karamo Nabé m'a rejoint également. Vous êtes membre du RPG. Nous n'avons pas souci d'équilibre maintenant. Deux représentants du parti au pouvoir. Merci. Bonsoir. Karamo Nabé de nous avoir rejoint. Alors, l'opposition guinéenne et les organisations de la société civile veulent font effectivement front uni contre tout changement de constitution en Guinée. Mais que peuvent-elles faire vraiment pour que le président ne propose pas une nouvelle constitution aux Guinéens? Nous avons posé la question à Madeleine Dioubate. Elle est la présidente des écologistes, non, la présidente du parti des écologistes de Guinée. On l'écoute, on en parle après. On n'a pas encore tout à fait la certitude que le président Alpha Condé veut faire un troisième mandat, parce que lui-même, il ne s'est pas prononcé tout à fait. Il y a des prémices qui laissent penser qu'il veut se présenter. Donc la première action déjà, c'est au niveau de l'opposition, c'est que l'opposition ne fasse plus qu'une, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est divisé. Mais on est en train de se réunir, c'est que l'opposition travaille la main dans la main avec la société civile. Et si c'est vrai que le président veut se présenter, à ce moment-là, on va enclencher des mouvements avec la société civile et sortir dans les rues pour demander son départ. Sanoussi Fadiga, vous êtes, je l'ai dit, membre du Front National pour la Défense de la Constitution. Que voulez-vous faire pour empêcher tout changement de constitution en Guinée? Bon, écoutez, merci de m'avoir invité. Oui. Je dirais tout simplement que la volonté de modifier la Constitution où la volonté de s'éterniser au pouvoir est tellement caractérisée, à tel point qu'actuellement, le professeur Alpha Condé et ses partisans, c'est-à-dire ceux qui font la promotion d'un troisième mandat, ne parlent plus de la modification ou de la révision de la Constitution, ils parlent plutôt d'une quatrième république. Oui. Et donc, vous savez... D'un changement donc de Constitution, parce que les dispositions encadrant la durée, le nombre du mandat présidentiel ne sont pas susceptibles de modification. Parce que tout simplement, ils savent que juridiquement, ils ne disposent aucune base légale justifiant la modification de la Constitution allant dans leur sens. Ce qui fait qu'ils parlent d'une quatrième république. Oui. Et cette volonté, elle est tellement caractérisée dans la mesure où le président de la République, qui est le garant de la Constitution, lorsque la chose que vous garantissez, la chose que vous défendez, fasse l'objet d'un débat, la logique voudrait que vous interveniez pour faire clore le débat. Oui. Mais si vous demeurez en silence, ça veut dire que le silence peut être qualifié d'un silence coupable ou d'un silence complice. Ne dit-on-il pas en matière pénale que le silence face à un crime a ses implications dans ce crime commis? Et si on était dans une société normée, une société où toutes les institutions fonctionnent bien, où la justice est indépendante et impartiale, où les parlementaires ne sont pas là pour parler, une telle attitude est susceptible de justifier la qualification juridique que nous appelons la haute trahison, susceptible d'entraîner la destitution. Haute trahison? Oui. Le fait de ne pas se prononcer par rapport au débat pour ou contre le changement de la Constitution serait assimilable à la haute trahison. Mais bien évidemment, oui, parce qu'il est le garant politique de la Constitution. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Il y a le garant juridique de la Constitution, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, et le président de la République est le garant politique de la Constitution. C'est logique, la chose que vous garantissez. Si cette chose fait l'objet d'un débat, la logique voudrait que vous interveniez. Mais si vous demeurez en silence, elle peut être qualifiée dans une société normée, je le dis bien, dans une société normée, comme étant la haute trahison. Et quand il y a la qualification de la haute trahison, c'est susceptible de justifier la destitution de la personne concernée. Monsieur Karamo Nabé, son propos est clair, et vous allez lui répondre, vous allez lui répondre aussi. Le président, pourquoi, nous sommes en 2019, la présidentielle dans votre pays c'est en 2020. Jusque-là, le président reste effectivement muet par rapport à ce débat autour de la Constitution qui déjà divise les Guinéens. Pourquoi ne se prononce-t-il pas, effectivement, comme le dit M. Karamo? Bonsoir. Fadiga. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, j'ai bien écouté tout à l'heure les propos de M. Fadiga. Oui. En fait, ce que M. Fadiga oublie, aujourd'hui, la Constitution qu'ils défendent, puisqu'ils disent Front National pour la défense de la Constitution, moi je ne vois pas en quoi ils peuvent défendre cette Constitution, parce qu'elle est basée sur quelle légitimité? Ils sont censés représenter le peuple. C'est ceux qui disent, qui défendent la Constitution. Alors que la Constitution actuelle qui est en vigueur
n'a déjà pas été voté par le peuple. Ça, c'est la première chose. N'a pas été comment? Ah non, ce n'est pas une constitution qui a été soumise à l'approbation du peuple. C'est surtout ça, le grand débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était, mon confrère l'avait dit tout à l'heure dans la première partie de l'émission, que c'était une constitution transitoire. C'est une constitution qui a été mise en place par un organe transitoire qui s'appelait Conseil national de la transition. C'est vrai. Où il y avait des gens qui n'étaient même pas des juristes. La parenthèse voilà, pour faire partie d'Addis Camara. Donc on était pressé, on met en place une constitution pour faire en sorte que les militaires partent et qu'après, qu'on soumette une nouvelle constitution au vote pour avoir toute la légitimité, pour qu'il y ait vraiment une constitution. Mais alors, légitime. pendant que vous y êtes, oui. Pourquoi ne l'avez pas fait pendant le premier mandat? Pourquoi attendre 9 ans après pour mettre sur la table cette question de révision? Voilà. La réponse à cette question, elle est assez claire. Oui. On vous a dit tout à l'heure que la Guinée est un pays où il y a tous les chantiers à refaire. Il y a tellement de priorités qu'il y avait à faire, donc, notamment refaire les routes, refaire les routes ne sont plus la priorité aujourd'hui. Comment? Ben, si. Ben, ce que vous oubliez aussi, c'est que la Guinée a connu 2 ans d'Ebola. Pendant 2 ans, il y avait Ebola. Donc ça a été déjà une priorité sanitaire. Moi, je pense que entre la Constitution, entre les routes et tout, c'est avant tout la santé de la population. Donc pendant, on a perdu 2 ans. Il y avait l'économie à redresser, il y avait les routes à refaire, il y avait l'électricité à refaire, tout. Donc on ne peut pas faire toutes les priorités en même temps. Donc c'est pour ça que pendant les 8 ou les 9 autres années qui sont passées, on était sur d'autres priorités. Maintenant, on est sur une nouvelle priorité qui est de soumettre en fait la Constitution à un référendum. Et ça... Monsieur Karama, vous savez ce que je vous propose? Oui. Dites-nous clairement, précisément, ce qui aujourd'hui, dans la Constitution de votre pays, cause problème et qui nécessite un changement urgent. Voilà. Il y a des points précis, des éléments précis. Réponse précise. Il y a beaucoup d'éléments, mais je vous donne juste 3 éléments principaux. Le premier élément, c'est que dans la Constitution actuelle, il n'y a pas de candidature indépendante qui est permise, déjà. Là, aujourd'hui, en Guinée, si vous n'avez pas un parti politique derrière vous, si vous n'avez pas un grand mouvement, vous ne pouvez pas vous présenter à une élection présidentielle. Contrairement à ce qui s'est passé, par exemple, en France ici, où Macron a créé son mouvement parallèlement et il a pu se présenter. En Guinée, actuellement, il y a... Allez-y. Voilà. Donc, parce que les gens qui avaient mis en place la Constitution en ce moment avaient peur de certaines personnalités qui n'avaient pas de parti. Donc, pour empêcher ces gens de se présenter, ils n'ont pas voulu qu'il y ait des candidatures indépendantes. Le deuxième élément, donc, aujourd'hui, en Guinée, vous savez que normalement, la polygamie est interdite. Mais sauf qu'il n'y a rien qui a appliqué et donc les gens se marient comme ils veulent, il n'y a aucune loi qui respecte tout. Pour l'intérêt des femmes, pour l'intérêt de tout le peuple de Guinée, pour l'intérêt de nos mamans, de nos femmes et de nos filles, il faut essayer de revoir les dispositions de la Constitution qui régissent ces aspects. Ça, c'est la deuxième chose. Non, c'est pas encore clair. En janvier, les députés de votre pays ont voté, ont amendé le code électoral et le code civil, autorisant la polygamie. Autorisant la polygamie, mais qui n'a pas été promulgué par le président de la République pour le moment. Oui, d'accord. Voilà. Ça veut dire quoi? Vous voulez que, pour que ce code soit promulgué, ce nouveau code civil soit promulgué par le président, il faut changer la Constitution. Non, ne soit pas promulgué, justement. Ah non, mais c'est pas... Lui, il est contre la polygamie. Voilà. Donc, le président de la République s'est prononcé, donc il a dit que lui, il est contre la polygamie. Aujourd'hui, ça, ce n'est qu'un aspect concernant les femmes. Il y a beaucoup d'autres aspects, en fait, concernant les femmes qui doivent être pris en compte dans la nouvelle Constitution pour que ça soit vraiment des choses qui ne varient pas en fonction de l'humeur des gens, puisque la Constitution est la loi qui est au-dessus de tous. Le troisième élément dont je voudrais vous parler, donc, c'est tout ce qui est pris en compte, par exemple, du terrorisme et dont mon confrère avait parlé dans la première partie de l'émission. Donc, il y a beaucoup de choses concernant ces nouveaux aspects. Très rapidement, pourquoi ne pas laisser le prochain président de la République s'occuper de ces chantiers? La question de la polygamie et la question des candidats indépendants. On peut le faire après 2020? Oui, effectivement, ça peut être fait par le nouveau président qui sera installé. Mais ce qui peut être fait aussi, et ça c'est dans cette constitution actuelle qui est en vigueur, c'est que l'article 152 de la Constitution dont on parle, dit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concrètement au président de la République et à l'Assemblée nationale. Moi, je ne peux pas croire que des démocrates essayent de se battre contre quelque chose qui est clairement inscrit dans la même Constitution qu'ils sont censés défendre. C'est l'article 152 de la Constitution qui dit. Avant que je ne passe à vous, M. Kaba, alors très rapidement, M. Fadiga, mais il dit,
Effectivement, le président a l'initiative de la loi concomitamment avec l'Assemblée nationale, et l'initiative notamment de la révision constitutionnelle. Nous l'avons dit dans la première partie, nous l'avons vu dans la première et dans la deuxième partie. Vos compatriotes qui y étaient, certains, disaient qu'ils n'avaient pas confiance au dispositif, en tout cas au système électoral guinéen. Pourquoi ne pas aller tout simplement aux élections et laisser les Guinéens décider? La question que vous me posez, elle est tellement importante, à tel point que d'abord, pour la répondre, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par mon confrère qui est en face de moi. C'est tellement dépourvu de toute base légale ce qu'il dit, c'est tellement insensé que je n'arrive pas à comprendre... Qu'est-ce qu'il dit qui est insensé? Non, mais je m'explique, je n'arrive pas à comprendre que l'on puisse remettre en cause la légitimité d'un fondement juridique sur la base duquel le président de la République a prêté le serment. La constitution que vous êtes en train de diaboliser, c'est sur la base de cette constitution que le président de la République a brigué ses deux mandats. Oui. Dire aujourd'hui, devant la communauté internationale, que cette constitution elle est illégitime, ça voudra dire que les deux mandats que le président Alpha Condé a effectués... C'est vrai, c'est une déduction logique et juridique. Mais ensuite, je voudrais revenir... Non, mais quelle est la légitimité d'une constitution? Non. La constitution, c'est quoi? Normalement... C'est en fait, une constitution doit être soumise au vote du peuple. Demandez-lui si c'est le peuple qui l'a voté. Là, la constitution guinéenne... Ce que vous dites là, vous le dites après 9 ans de pouvoir. Ça, je le concède, il n'y a aucun problème. D'accord, mais il n'a pas encore fini. Non, mais avant qu'il y ait les élections, la constitution en vigueur, ce n'est pas le président Alpha Condé qui l'a mis en place. Donc, à la limite... La constitution sur laquelle le président prêtait ses mains, non, mais ça, on ne peut pas lui reprocher, ce n'est pas lui qui a mis ça en place. La constitution actuelle sur laquelle il a juré... Oui, on sait. Ah ben ouais, bien sûr, donc il ne peut pas lui faire... Mais pourquoi attendre la fin du mandat pour constater que c'est une constitution illégitime? Non, mais on l'a constaté depuis le début. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la Guinée avait un ensemble de priorités. Entre la santé, entre les routes, entre, comment dirais-je, l'électricité. Mais voilà, il faut bien... On fait avec la constitution illégitime. Ben voilà, on essaie de partir de la constitution illégitime pour mettre en place une constitution légitime. Vous n'avez pas fini. On le laisse finir très rapidement. Pas de souci, M. Fadiga. Je peux continuer? Oui, je vous laisse continuer. Vous avez également remis en cause l'Assemblée constituante qui a été mise en place. Le Conseil national de transition. D'avoir une nouvelle constitution, en l'occurrence la constitution du 7 mai 2010. Je voudrais vous rappeler que l'Assemblée constituante, en termes d'adoption de la constitution, il y a deux mécanismes. Il y a une Assemblée constituante originaire et une Assemblée constituante dérivée. L'Assemblée constituante originaire, ça voudra dire quoi? Tout à l'heure, un de mes confrères l'a rappelé. Lorsque l'on est dans une discontinuité institutionnelle, lorsque l'on se retrouve dans une situation où l'État ne fonctionne pas, où c'est la mise en place d'un nouveau État, on met en place ce qu'on appelle l'Assemblée constituante originaire. Pour preuve, en 1958, la Guinée a mis en place une assemblée constituante pour doter de la Guinée de la constitution du 10 novembre 1958. La Tunisie l'a fait d'ailleurs après le... Et en 1982, la même chose, on a mis en place une assemblée constituante pour doter la Guinée de la constitution du 14 novembre. Pourquoi faites-vous tous ces rappels historiques? C'est pour situer le débat dans un contexte précis. Et pour ce qui concerne la révision de la constitution, en 2011... Non, le changement de constitution. Le changement. Dans la perspective d'un troisième mandat, on ne parlera pas de révision. C'est pas possible de réviser. Bon, mais attendez. Ah si, c'est possible de réviser. J'ai rappelé tout à l'heure que l'article 152... Voilà, là, ça c'est un autre article. Sauf les dispositions... Voilà, sauf les dispositions encadrant la durée du mandat. Là, vous vous prenez à votre propre piège. Ben non, je ne me prends pas à mon propre piège. Là, ce n'est pas le même article. Pourquoi vous ne modifiez pas simplement, si tant est que la question du mandat et du nombre de mandats, de la durée du mandat n'est pas votre préoccupation, pourquoi vous ne modifiez pas tout simplement les autres aspects qui vous gênent et pour laisser en tout cas les dispositions encadrant le mandat présidentiel? Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'anormalités dans cette constitution. Moi, je ne me place pas dans un procès d'intention. On est en train de parler d'une nouvelle constitution et pas d'un troisième mandat ou autre chose, ou d'une nouvelle république. Là, pour le moment, il y a une nouvelle constitution qui va être proposée au peuple. Et le peuple est souverain. On a vu toutes les élections qui se sont passées en Guinée. L'opposition a eu à peu près 30%, 40%, voire même plus. Et donc, ça démontre de la qualité, en fait, de la transparence des élections. En plus, il y a une commission électorale nationale indépendante, et le mot indépendant est important. Oui, le mot indépendant qui gère les différentes élections en Guinée. Oui, contrairement... Vous avez fait les élections locales des mois après des conseils municipaux. Ah ben oui, mais... Ils ne sont toujours pas installés. Ah ben oui, mais ça ne dépend pas du président de la République, ça dépend de la CENI. On est tout à fait d'accord. Dans quelques secondes, votre dernier mot. Le dernier mot, c'est pour de la société civile en tant que représentant. Bon, en tant que le représentant de la société civile, le dernier mot, c'est de dire que l'heure est grave. Il est aujourd'hui le devoir de tout un Guinéen de se mobiliser derrière la société civile, plus précisément de FNDC
avancer pour défendre la République pour la nation et de faire en sorte qu'il ne suffit pas seulement de faire partir le professeur Alpha Condé, il faut faire partir tout un système. Et tous ceux qui incarnent ce système-là, en l'occurrence les partis politiques qui sont en face de nous, ce sont des gens qui sont les personnifications des maux de la Guinée. Donc le devoir de tout un citoyen, c'est de se mobiliser derrière un mouvement pour qu'il y ait une alternance politique crédible, pour qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle génération, afin de mettre fin à la caste politique que la Guinée a toujours connue. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été là. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci. Bon, nous, on n'a pas eu le dernier mot.